Donc l'idée, c'est de vous présenter rapidement une partie de ce qu'on fait autour des technologies cloud chez Amadeus, et notamment autour du shopping et de la migration de notre shopping dans le cloud. Alors, en quelques mots, l'agenda se décompose en 4 parties. Donc, on va vous décrire Amadeus en quelques mots, donc très rapidement, parce que j'imagine que vous connaissez un peu ce qu'on fait. Essayer de vous expliquer, de vous donner un feeling, une indication de pourquoi on est en train de migrer nos applications dans le cloud. Et après, on passera sur la partie un peu plus technique. On va peut-être sans rentrer dans de détails, dans une explication très détaillée, mais au moins vous donner une idée de ce qu'on a comme technologie en dessous pour faire ça, et aussi du changement opérationnel que ça implique du passage au DevOps. D'accord ? Donc Amadeus, en quelques mots, Amadeus, c'est une société qui travaille pour l'industrie du voyage. C'est une société présente, nous sommes présents dans 195 pays, que ce soit pour des raisons, des organisations commerciales ou pour du développement. C'est 19 centres de développement, dont 3 gros, un à Sofia, un à Bangalore en Inde et un à Boston aux US. D'accord, je vais le mettre plus près, on va essayer. Et notre but, c'est d'aider les acteurs du voyage à réussir dans leur business. Alors plus précisément, qu'est-ce qu'on fait ? On a un certain nombre de clients à qui on fournit des solutions. Des clients de type ce qu'on appelle content provider, donc les airlines, les hôtels qui ont des choses à publier, des choses à vendre. Les distributeurs, les agences de voyage, qu'elles soient en ligne ou traditionnelles. Et les opérateurs de services. Donc c'est quoi ? C'est les gens qui, dans les sociétés qui, dans les aéroports, gèrent tout ce qui est au sol, tout ce qui est la gestion au sol, le départ, ce qu'on appelle le departure control, ce genre de choses. Donc pour toutes ces sociétés, on fournit des solutions et qui sont intégrées les unes aux autres et qui sont ce qu'on appelle l'écosystème du voyage. C'est difficile de la faire en français, en fait, puisqu'en d'habitude, les mots anglais arrivent plus facilement. Mais bon. Sans rentrer non plus dans les détails, les solutions sont présentes à tous les stades, pour un passager à tous les stades du voyage, que ce soit de sa recherche initiale, de son inspiration initiale pour aller, je ne sais pas où il veut partir en vacances, à sa recherche précise d'un voyage, à son achat et jusqu'à son voyage lui-même et aussi tout ce qui est après son voyage, donc les bagages et ce genre de choses. Peut-être un peu plus intéressant, quelque chose de moins connu, c'est ce qui est notre centre opérationnel. Alors il est en Allemagne à Erding, le centre historique d'Amadeus, opérationnel historique d'Amadeus. C'est un centre qui est très robuste et très scalable, sur lequel on gère toutes nos opérations. C'est plus de 1,5 milliard de requêtes de data par jour qui sont processées, plus de 566 millions de bookings en 2015 et plus de presque 750 millions de passagers embarqués en 2015 également. Et on est présent à peu près partout où il y a des compagnies aériennes et de l'embarquement à faire. On est à peu près présent partout, pour vous donner une idée de ce qu'on fait. Pour rentrer un peu plus précisément dans ce qu'on va vous raconter ce soir, on va vous parler de migration dans le cloud de shopping. Alors, pour ce qui est de la division dans laquelle je travaille, on fait ce qu'on appelle du search, du shopping, du pricing et du repricing notamment. Donc le search, c'est quelque chose quand vous cherchez vous connaissez la date et la destination de votre voyage, vous savez tout, vous cherchez le tarif. Le pré-shopping, c'est quand vous savez que vous voulez partir, vous avez 500 € et vous voulez partir de Nice pour aller entre le 5 et le 15 juillet quelque part. Ça, c'est du pré-shopping. Le shopping, c'est quelque chose quand vous êtes entre les deux quelque part. Vous savez déjà où vous voulez aller, vous n'êtes pas très sûr sur les dates, vous avez l'origine, la destination, mais vous êtes flexible sur les dates à quelques jours près, donc vous avez un peu de flexibilité là-dessus. Puis après, on va dans le pricing. Le pricing, c'est quand on va vous garantir le billet, vous l'émettre. Et le repricing, c'est après, si pour une raison ou une autre, vous voulez le changer, on est capable de le faire aussi. Ce qu'on va vous raconter ce soir, c'est autour du shopping, c'est comment et pourquoi on déplace nos applications de shopping dans le cloud. Alors, ça vous donne, pour donner une idée de plus précisément de quoi on parle. C'est les applications qui vous permettent, pour une origine et destination fixée, de trouver les meilleures recommandations à quelques jours près. D'accord ?
Alors pourquoi on déplace ces applications dans le cloud? Pour plusieurs raisons, on a plusieurs drivers. Nos services sont utilisés par d'autres sociétés ou des airlines par exemple pour fournir eux-mêmes des services, des sites web d'une airline. Et si on a besoin d'avoir des temps de réponse rapides, et les airlines ou les clients en général demandent des temps de réponse de plus en plus rapides, sur une transaction qui va durer entre une demi-seconde et une seconde, si on a 250 millisecondes de latence réseau, parce qu'on doit faire un aller-retour transatlantique, si le client est aux US par exemple, ça rajoute la moitié, un quart du temps à la réponse. Donc aujourd'hui, notre data center est en Allemagne. Si on veut être plus proche des clients, gagner sur les temps de réponse, c'est intéressant de déplacer notre processing dans le cloud pour le mettre à côté du client. Potentiellement, dans le meilleur des cas, dans le data center du client. A fortiori, quand on parle de marchés protégés comme la Chine, par exemple, ça peut être intéressant d'être sur place. Parce qu'en plus de la latence, qui va être encore plus grande là-bas, puisqu'ils font de la deep inspection sur les paquets qui passent. On n'est absolument pas garanti que tous les paquets passent et qu'on ne va pas perdre des données, perdre des connexions et ce genre de choses. Donc dans ce cadre-là, c'est d'autant plus intéressant d'aller à côté du client. Un autre facteur qui nous pousse à aller vers ça, c'est que IATA, qui est l'organisation, je ne me souviens plus exactement de ce que ça veut dire, mais c'est l'organisation du travel, c'est l'organisation internationale du travel. Donc il pousse vers un nouveau modèle qui s'appelle NDC et qui, de notre point de vue, va faire exploser le computing qu'on va devoir faire pour répondre à leurs besoins. Et donc du coup, notre data center est scalable, mais si la scalabilité là-dessus veut dire x100, x1000, il faut qu'on puisse déployer dans des clouds, le déployer beaucoup ailleurs et de façon beaucoup plus simple. Et dans la même idée, on a un data center qui est très bien, mais qui n'a pas un modèle opérationnel qui est très simple. Et notamment maintenant avec les mouvements DevOps, l'automatisation du setting de l'infrastructure et tout ça, on pourrait bénéficier aussi pour la gestion de notre data center de ces améliorations. Donc c'est aussi un facteur qui nous pousse à revoir notre modèle opérationnel et à partir dans le cloud. Plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire migrer nos applications dans le cloud? Ça veut dire, aujourd'hui, on a un data center en Allemagne qui nous permet de processer la quasi-totalité de nos transactions. Ce qu'on va vouloir faire, ce qu'on va vouloir être capable de faire, c'est pouvoir déployer des mini data centers, un peu n'importe où dans le monde, à la demande, au besoin, pour être proche d'un client, de l'autre, pour être capable de scaler, etc. Et ce qu'on veut faire avec ce qu'on a comme requirement pour ces data centers, c'est d'être capable de processer des requests dessus de façon indépendante du data center d'Ording. C'est-à-dire on veut être capable qu'un client, à partir d'une UI, aille envoyer des requests sur ce data center, que tout soit processé sur ce data center, et que du coup on soit capable de répondre au client comme ça. On ne veut pas que le data center existant devienne un point bloquant. Donc on veut vraiment que ces mini data centers déployés soient complètement autonomes. Par contre, comme les données, c'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui change à chaque instant. On a besoin de faire des updates néanmoins et que ces updates soient reflétés sur ces data centers distants. Donc l'idée derrière ça, c'est qu'on update toujours de façon centrale sur notre data center en Allemagne et que grâce à la cross-réplication, en l'occurrence Couchbase, on va répliquer les données sur ces data centers répartis. Ce flow est constant mais n'est pas énorme en volume, donc il n'y a pas de problème particulier à faire ça. Donc, pour ce qui est des technologies sous-jacentes. Ouais, merci. Comme vous avez vu, ce qu'on veut, le but, c'est de créer des mini data centers un peu partout, sur n'importe quelle infrastructure, qu'elles nous appartiennent, qu'elles ne nous appartiennent pas. Et du coup, pour arriver à ça, nous avons donc décidé de construire notre propre PaaS, notre plateforme as a service. Donc maintenant, quelques remarques un peu sur les technos qu'on a utilisés pour le construire. Déjà, un rappel de quelques notions sur tout ce qui est IaaS, PaaS et le monde de la virtualisation et comment le cloud shopping rentre là-dedans.
Bon, tout d'abord, hein, une première notion, c'est IaaS, Infrastructure as a Service. Donc c'est tout ce qui concerne votre infrastructure. Alors j'allais dire physique, non, c'est virtualisé, mais les machines, les serveurs, le stockage, le réseau, tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un IaaS. Donc Cloud Shopping, on consomme un IaaS, on consomme cette API qui permet de programmatiquement créer et gérer du matériel. Ensuite, nous, on construit le layer qui est au-dessus, qui est le Platform as a Service. Donc, Platform as a Service, ça concerne tout ce qui est Application Deployment, stockage des données, qui fonctionne par-dessus le IaaS. Donc ça, c'est une nouvelle stack qui s'appelle Amadeus Cloud Services, donc qu'on est en train, enfin, qui est bien avancée, qui est déjà construite et qu'on continue d'améliorer. Et par-dessus cette plateforme PaaS, c'est Cloud Shopping, l'application en elle-même, celle que le end-user voit. Qui, elle, c'est une offre SaaS, hein, Software as a Service, qu'on offre à nos third-party clients. Donc voilà, on est consommateur de IaaS, on construit un PaaS comme plateforme technique pour déployer notre Software as a Service n'importe où. Donc au niveau infrastructure, quelque chose qui est très important pour nous, c'est d'être complètement agnostique vis-à-vis de l'infrastructure, justement. On doit pouvoir tourner sur du public cloud, quel qu'il soit, Google Compute Engine, Amazon EC2, des noms comme ça, mais aussi des déploiements privés tels que des instances OpenStack privées. Donc pour nous abstraire de tout ce qui est infrastructure, on utilise Terraform, qui est donc un middleware qui permet de décrire, de modéliser son infrastructure, tout, hein, stockage, machine, réseau. Donc c'est une description de modèle, donc ça va gérer la création, les changements d'infrastructure, et c'est des templates, c'est du JSON, ça ressemble à du JSON, donc ça permet après de le versionner, etc. Par-dessus, pour la gestion de la configuration, on utilise Puppet, donc ça qui est nettement plus connu. Qui nous sert donc à faire tout le configuration management de notre notamment l'intérieur des machines, hein, finalement, et qui permet de déployer notre PaaS. Et c'est pareil, hein, c'est model driven, basé sur des rôles, et ça permet d'automatiser tout ça. Ensuite, Serge, si tu veux faire une passe. Oui, merci. Donc pour la partie Platform as a Service, on utilise un certain nombre d'éléments qui sont connus dans ce domaine-là. Donc tout d'abord Docker comme container pour nos applications. Un container, j'imagine que vous connaissez, mais ce type de container, ça nous permet de délivrer comme un tout une application complète, et tout ce qui est au-dessus du noyau en fait, comme une seule application. Pour l'orchestration de ces containers, pour faire l'application en elle-même, on utilise Kubernetes, qui est un orchestrateur de containers. C'est un produit développé par Google, qui permet de gérer un cluster, de relancer une instance d'un pod si ça tombe, d'automatiser tout ça. Et au niveau orchestration du data center, on utilise un produit Red Hat qui est OpenShift et qui est, depuis sa version 3 au moins, basé sur Kubernetes. Il y a des fonctionnalités qu'on n'utilise pas parce qu'on a notre propre plateforme, mais globalement, ça nous permet de gérer notre data center. Pour la partie applicative, pour la partie Key Value Store, pour la partie stockage des data et réplication cross data center, on utilise Couchbase. Ce que vous avez vu dans les slides précédents. Et tout ça est intégré, tout ça plus quelques autres fonctionnalités comme le déploiement du software, comme les spécificités Amadeus. On a un bus d'entreprise spécifique, on a un monitoring spécifique. C'est ce qu'on appelle Amadeus Cloud Services et ça intègre toutes ces couches. Alors à ce sujet, juste une petite note. La semaine dernière, je ne sais pas si vous aviez suivi, il y a eu le Red Hat Summit à San Francisco. Pendant le Red Hat Summit, Red Hat sélectionne un certain nombre d'entreprises qui ont travaillé sur des technos autour des produits Red Hat. Et pour la partie cloud, Amadeus a eu un award pour la meilleure illustration de ce qui est d'une application déployée
déployé et utilisé avec les produits Red Hat. En l'occurrence, c'est pour OpenShift, parce que par ailleurs, Amadeus contribue au développement d'OpenShift. Et un certain nombre de contributions. Il y a des développeurs qui, chez nous, qui font ça chez nous à plein temps. Et donc il y avait 6 catégories. Donc Amadeus, c'était pour la catégorie cloud. Et suite à ça, le dernier jour, enfin pendant le sommet et avec une nomination le dernier jour, il y a eu le vote entre ces sociétés sur ces diverses catégories pour déterminer le meilleur innovateur, toutes catégories confondues. Et Amadeus a reçu le prix, l'award de l'innovateur 2016 Red Hat pour la contribution à OpenShift. Voilà. Et donc on arrive donc à l'objectif de conférence DevOps et comment tout ça s'inscrit. Dans cette mouvance. Alors, je ne sais pas vous, mais il y a quelques années, quand j'ai commencé à entendre parler un peu partout de DevOps, moi je suis allé sur Wikipédia voir ce que c'était. Et grosso modo, il y a deux aspects. C'est un aspect vraiment dual dans la pratique DevOps. C'est d'abord la collaboration et la communication entre des gens qui, à la base, ont des métiers. Des fois, ils voient ça comme des métiers différents, tels que les développeurs d'un côté et tout ce qui est opération, réseau de l'autre. Et le deuxième aspect, c'est l'automatisation du process d'opération. C'est vraiment les deux aspects clés de la pratique DevOps. Une autre manière un peu de voir les choses, c'est ce qui est par exemple chez Google, ce qu'ils appellent le Site Reliability Engineering. C'est comme ça qu'ils appellent leurs opérations en fait. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que le Site Reliability Engineering, qu'est-ce que c'est? C'est des équipes avec des gens qui ont au moins pour moitié un profil de développeur en fait. Et le but vraiment de la manœuvre, c'est d'automatiser suffisamment les opérations pour que plus de la moitié du temps soit du temps de développement et du temps d'automatisation et pas de l'artisanat, pas des modifications manuelles. Voilà, donc un hint pour savoir si on est en DevOps, c'est que est-ce qu'on a besoin de rajouter des gens quand on rajoute du hardware, grosso modo. Si oui, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'il y a trop d'opérations manuelles. Sur les aspects collaboration et communication, le message le plus important qu'on fait passer à nos équipes DevOps, où il y a tous ces profils dans les mêmes équipes, c'est vous êtes le propriétaire de votre application. C'est comme si vous étiez le CEO de votre startup en fait. Vous êtes responsable de bout en bout de la délivrerie d'un service, d'une application. Voilà, c'est votre précieux en fait, d'où l'illustration. Et donc il faut démontrer des talents multiples. Faut tout couvrir de bout en bout, depuis l'infrastructure jusqu'au delivery du service final. Il faut jamais laisser quelque chose de côté parce que c'est pas son boulot ou j'ai personne pour le faire. Il faut être exigeant et il faut toujours améliorer la manière de travailler. Il ne faut pas passer son temps à faire tout le temps les mêmes choses de manière répétitive. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est automatisable, c'est quelque chose qui peut être fait bien mieux par une machine. Donc en termes de responsabilité, pour délivrer un service, une équipe DevOps doit couvrir tous ces aspects, change management, problème management, incident management, mais aussi le capacity planning, le releasing et la QA. Et toutes ces compétences doivent être présentes au sein d'une même équipe. Ensuite, Amadeus Cloud Services, évidemment, dans le choix de la stack, cette optique DevOps était présente dès le début. Et donc, tous ces outils n'ont pas été choisis au hasard. Quelques exemples, par exemple, pourquoi gérer toute son infrastructure avec Terraform? Parce que ça permet, de manière complètement abstraite vis-à-vis de l'implémentation concrète d'infrastructure, de faire des changements. Par exemple, là, j'ai un cluster Couchbase avec 3 machines, des machines avec un CPU. Et passer à un cluster avec 5 machines et des boîtes à 5 CPU, c'est 2 lignes dans un fichier de configuration et ça suit un cycle de développement. Donc on fait le changement, on passe la QA, on le teste et on l'envoie en prod et l'infrastructure est modifiée. L'infrastructure est vraiment traitée comme du software.
Et c'est pareil, même idée avec OpenShift en fait. Là par exemple, je fais tourner un conteneur de mon application de shopping en version 1.0 et voilà, j'ai décidé d'en mettre 5 pour scaler, pour traiter plus de requêtes et de brider la version 1.2. Et c'est les mêmes process, c'est un changement de code, ça se teste, ça se commit dans un repo Git et ensuite ça part à la QA en test système et c'est géré comme un changement de soft. Et donc pour terminer, qu'est-ce qu'on en tire? Pourquoi à la fin, pourquoi faire du DevOps? Deux aspects encore une fois. Déjà, ça apporte de la valeur pour nos clients. Ça permet d'être plus responsive vis-à-vis des demandes de changement. Ça permet de mettre en place de la continuous delivery, des cycles de développement rapide, du release early, release often. Hein. Toutes les semaines, voire tous les jours, c'est nouvelles versions, et changements incrémentaux et une meilleure efficacité. Et donc des coûts plus bas. Mais ça apporte aussi beaucoup de valeur pour le staff en fait, pour les équipes. C'est un aspect, le fait de tout le temps devoir apprendre, tout le temps devoir s'améliorer, ça donne finalement aussi beaucoup de satisfaction à tout le monde. On a plus l'impression de faire partie d'un tout et tous travailler dans le même but. Et ça apporte aussi beaucoup. Voilà. Merci tout le monde.